Le dîner de réveillon de Noël, dans le domaine de mes parents dans le Connecticut, fut exactement aussi insupportable que je l'avais prévu. Des lustres en cristal projetaient une lumière coûteuse sur une table dressée avec de la porcelaine qui valait plus que la voiture de la plupart des gens. Ma famille était assise autour, tel un conseil d'administration évaluant les performances trimestrielles, à la seule différence que la seule chose évaluée, c'était moi. Alors, Rachel, commença ma tante Patricia en faisant tournoyer son 3e verre de vin, tu écris toujours ces petites brèves. Je posai ma fourchette avec précaution. Je suis toujours dans le journalisme, oui. La table éclata d'un rire entendu. Mon cousin Brandon, qui travaillait dans le fonds spéculatif de mon oncle, ricana de l'autre côté de la table. Le journalisme? Mon Dieu, ça existe encore, ça? Je pensais qu'Internet avait tué cette industrie il y a des années. L'industrie a évolué, dis-je d'un ton égal. Évolué vers l'insignifiance, ajouta mon père, en découpant son carré de bœuf avec la précision d'un homme qui a passé 40 ans à se faire des ennemis dans le monde de l'entreprise. Personne ne lit les nouvelles de nos jours. Tout passe par les réseaux sociaux et les influenceurs. Quand vas-tu accepter que tu as choisi un secteur en déclin? Ma mère me tapota la main avec sympathie, ce qui, d'une certaine manière, me parut pire que la critique. Nous nous inquiétons juste pour toi, ma chérie. Tu as 34 ans, tu loues toujours ce petit appartement en ville. Pas de mari, pas d'enfant, et maintenant cette carrière qui ne mène nulle part. Ma carrière va bien, maman. Passable, ricana ma sœur, Victoria. Elle avait 2 ans de moins que moi et travaillait dans l'immobilier de luxe, vendant des pantous au genre de personnes qui apparaissaient dans les pages mondaines où, selon elle, je n'aurais jamais ma place. Passable, c'est ce que disent les gens qui se contentent de peu. J'ai conclu une vente de 20 millions d'euros la semaine dernière. Le fonds de Brandon vient de lever 3 milliards de nouveaux capitaux. Notre cousin James lance sa 3e start-up. Que as-tu fait cette année, à part écrire des articles que personne ne lit? J'ai travaillé sur un projet. Un projet, répéta l'oncle Richard, son ton dégoulinant de condescendance. Il dirigeait une société de capital investissement qui l'avait rendu scandaleusement riche et insupportablement arrogant. Laisse-moi deviner, une enquête sur des malversations d'entreprises qui obtiendra quelques milliers de clics et ne changera absolument rien. Quelque chose comme ça. C'est ça, le problème avec les journalistes, poursuivit-il, s'échauffant sur son sujet favori. Vous autres, vous pensez changer le monde avec vos petites révélations, mais en réalité, vous n'êtes qu'un divertissement pour les gens qui veulent se sentir moralement supérieurs sans rien faire. Pendant ce temps, des gens comme moi construisent vraiment des choses, créent de la valeur, ont un impact réel. En parlant d'impact, intervint tante Patricia, as-tu entendu parler de la fusion Morrison? 8,5 milliards d'euros. Peux-tu même imaginer une telle somme, Rachel? Ça, c'est du vrai pouvoir. C'est de la vraie influence. Pas le salaire minuscule que tu touches dans ce blog d'information. Je ne travaille pas pour un blog. Site web, blog, peu importe, dit-elle d'un geste dédaigneux. C'est la même absurdité numérique qui sera oubliée dans une semaine. Ma cousine Sarah, qui avait épousé un millionnaire de la tech et ne laissait personne l'oublier, se pencha en avant. Honnêtement, Rachel, as-tu déjà envisagé de te reconvertir dans quelque chose de plus durable? L'entreprise de mon mari recherche toujours des gens pour rédiger des textes publicitaires. Ça paie bien, bien mieux que le journalisme, j'en suis sûr. La rédaction publicitaire ne m'intéresse pas, bien sûr que non, dit lourdement mon père. Cela demanderait du pragmatisme. Tu préfères t'accrocher à une notion romantique d'un journalisme qui aurait de l'importance, pendant que le monde avance sans toi. Le monde n'a pas tourné le dos au journalisme. Les chiffres d'affaires disent le contraire, intervint Brandon. Il adorait parler de chiffres, surtout quand il lui donnait raison. Les entreprises de médias traditionnels subissent des pertes colossales. Les journaux meurent. Même les grandes chaînes ont du mal. Toute ton industrie est au bord du gouffre. Certaines entreprises ont du mal, ai-je reconnu. D'autres s'adaptent. Par s'adapter, tu veux dire se faire racheter par des entreprises de la tech ou faire faillite, dit l'oncle Richard. Rends-toi à l'évidence, Rachel. Tu as passé toute ta carrière dans un domaine qui devient obsolète. Les investisseurs avisés sont partis il y a des années. Je ne cherche pas à suivre les investisseurs avisés. Évidemment, marmonna Victoria. Tu es toujours en location. Ma mère soupira.
Nous avons acheté son appartement à Victoria, tu sais, comme cadeau pour sa promotion au cabinet. Nous serions heureux de faire de même pour toi, Rachel, si seulement tu te posais, trouvais un homme bien, et envisageais peut-être une carrière plus stable. J'ai une carrière stable. Ma chérie, sois réaliste, dit mon père. Tu es rédactrice dans un organe de presse qui te paie probablement quoi? 60 000 € par an, peut-être 70 000 si tu as de la chance. C'est à peine assez pour vivre à New York. Pendant ce temps, ta sœur gagne un salaire à 6 chiffres. Tes cousins, à 7 chiffres. Même ton petit frère gagne plus que toi, et il vient de sortir de l'école de commerce. Mon frère, Marcus, sourit depuis sa place à côté de Victoria. À 26 ans, il venait d'accepter un poste chez Goldman Sachs et ne cessait de parler de sa prime à la signature. Sans vouloir t'offenser, Rach, mais oui, mon salaire de départ est probablement le double de ce que tu gagnes après une décennie dans le journalisme. Il est peut-être temps d'admettre que tu as fait le mauvais choix de carrière. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Alors pourquoi galères-tu encore, demanda tante Patricia, et sa voix semblait plus curieuse que cruelle. Si le journalisme est une carrière si viable, pourquoi ne réussis-tu pas? Où sont tes récompenses, tes promotions, tes grands scoops qui changent tout? Certains travaux prennent du temps. Du temps, rit l'oncle Richard. C'est ce que disent les gens qui échouent, quand ils ont peur d'admettre leur échec. Tu as eu du temps, Rachel. Tu as eu plus d'une décennie. Que as-tu à montrer? J'aurais pu leur dire. J'aurais pu leur expliquer que j'avais passé les 18 derniers mois à orchestrer la plus grande acquisition de médias de l'histoire moderne, que j'avais travaillé sous un accord de non-divulgation si strict que même mon avocat avait dû signer un accord distinct juste pour l'examiner. Que les petites brèves que j'écrivais étaient en fait des articles stratégiques, conçus pour faire évoluer la perception du public et le positionnement sur le marché avant l'annonce. J'aurais pu mentionner que le nom sur les documents d'acquisition n'était pas Rachel Chin, journaliste en difficulté, mais R.C. Morrison, la fondatrice et PDG sous pseudonyme de Morrison Media Group, une entreprise qui avait discrètement bâti un portefeuille de propriétés numériques, de bureaux de presse internationaux et de plateformes de contenu au cours des 8 dernières années. J'aurais pu leur dire que l'acquisition de 8,5 milliards € mentionnée par tante Patricia n'était pas seulement quelque chose dont j'avais entendu parler. C'était quelque chose que j'avais exécuté. Mais je ne l'ai pas fait. Jamais. J'ai mon travail, ai-je dit simplement. C'est suffisant pour moi. Ça ne devrait pas l'être, dit tristement ma mère. Tu gâches ta vie, ma chérie. Tu gâches ton potentiel. Ta mère a raison, ajouta mon père. Tu étais première de ta classe à Columbia. Tu aurais pu faire du droit, de la finance, du conseil, n'importe quel domaine où ton intelligence se serait réellement traduite en succès. Au lieu de ça, tu as choisi le journalisme. Pourquoi? Parce que j'y crois. La table se tut un instant, puis ils se mirent à rire. Pas un rire cruel, exactement. Plutôt le gloussement indulgent d'adultes regardant un enfant insister sur le fait que le Père Noël existe. Tu y crois, répéta Brandon. C'est adorable. Vraiment. Mais la croyance ne paie pas les factures. La croyance ne bâtit pas de fortune, approuva l'oncle Richard. La croyance ne te fait pas entrer dans les cercles qui comptent, ajouta Victoria. La croyance n'attire pas un mari de qualité, acheva tante Patricia. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je l'ignorais. C'est probablement ton rédacteur en chef, plaisanta Marcus, qui appelle le soir de Noël parce qu'une nouvelle sans importance est tombée et qu'ils ont besoin de quelqu'un d'assez désespéré pour travailler un jour de fête. Une autre vibration, puis une autre. Tu es très populaire ce soir, observa ma cousine Sarah. Où est-ce que ton téléphone est toujours aussi occupé? C'est juste le travail. Le soir de Noël, dit mon père avec dégoût. C'est exactement ce que je veux dire. Ils t'exploitent parce que tu les laisses faire. Ils te paient une misère, exigent tout, et tu acceptes tout ça à cause d'une croyance naïve dans le journalisme. Mon téléphone vibrait continuellement maintenant. Je le sortis de ma pochette, avec l'intention de le mettre en silencieux. Cet appel manquait de mon directeur financier. 4 de ma responsable des relations publiques. 11 de mon équipe juridique. 3 de mon directeur des communications stratégiques. Et un texto de James Rothschild, le PDG du consortium de réseaux que nous venions d'acquérir, c'est sorti. Le Wall Street Journal a publié en avance. Appelle-moi immédiatement.
Mon estomac se noie, mais mon visage resta neutre. Excusez-moi, dis-je doucement en me levant. Je dois prendre cet appel. Bien sûr que tu dois, soupira Victoria. La journaliste dévouée, toujours de service. Probablement une urgence à propos d'une coquille dans l'édition de demain, dit Brandon, et ils rirent tous à nouveau. Je sortis dans le hall, mes talons claquant sur les sols en marbre qui avaient résonné du dédain de ma famille aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. J'ai composé le numéro de Rothschild. Rachel, répondit-il immédiatement. Le Wall Street Journal a publié en avance. L'acquisition est publique. La fuite est-elle grave? Ce n'est pas une fuite. Notre annonce officielle était prévue pour le 26 décembre. Ils l'ont publiée ce soir, mais tout est exact. Ton nom y figure. R.C. Morrison est désormais de notoriété publique. Je fermais les yeux. Envoie-moi l'article. Déjà dans tes emails. Mais Rachel, tu devrais savoir que c'est à la une. Titre principal, la mystérieuse magnate des médias R.C. Morrison révélée être Rachel Chin, 34 ans, dans une acquisition de réseau stupéfiante de 8,5 milliards d'euros. Ils ont tout. Ton parcours, ton histoire, ton diplôme de Columbia. Ils ont fait tous les liens. Comment? Quelqu'un dans l'équipe des dépôts réglementaires a été négligent. Peu importe maintenant. L'histoire est sortie. Bloomberg l'a reprise il y a 10 minutes. Reuters vient de la publier. CNN diffuse un bandeau d'informations de dernière minute. Ton visage sera sur toutes les chaînes d'information financière avant minuit. Quelle est la réaction du marché? Le cours de nos actions a augmenté de 14% en après-bourse. Celui du consortium de réseau a augmenté de 22%. Les investisseurs parlent de la manœuvre médiatique la plus brillante de la décennie. Tout le monde veut savoir comment tu as réussi ce coup. Et en interne? Les salles de rédaction sont ravies. Les inquiétudes concernant la rétention du personnel se sont évaporées. Tout le monde veut travailler pour la mystérieuse magnate qui a sauvé le journalisme. Les relations publiques rédigent des communiqués. Le service juridique s'occupe des notifications réglementaires. Tout se déroule comme prévu, juste avec 8 heures d'avance. 8 heures d'avance, le soir de Noël, corrigea Teil, ce qui signifie que tu es en tendance sur les réseaux sociaux. La narrative est déjà en train de s'écrire, une jeune femme bâtit secrètement un empire médiatique, pendant que sa famille la croit journaliste en difficulté. C'est une sacrée histoire, Rachel. C'est ma vie, pas une histoire. Eh bien, c'est les deux, maintenant. Tu dois faire une déclaration. Je m'en occupe. Ta famille va voir ça, si ce n'est pas déjà fait. Je sais. Veux-tu que j'envoie l'équipe des relations publiques pour t'aider à gérer? J'ai dit que je m'en occuperais. J'ai mis fin à l'appel et j'ai ouvert mes emails. L'article du Wall Street Journal était là, avec une photo qu'ils avaient dû obtenir de ma remise de diplôme à Columbia. Le titre était exactement comme Rothschild l'avait décrit. L'article détaillait tout, comment j'avais fondé Morrison Media Group à 26 ans en utilisant un modeste héritage de ma grand-mère, le seul membre de la famille qui ait jamais cru en moi, comment j'avais publié sous pseudonyme pour éviter l'examen et le sexisme qui affligent les jeunes femmes dans les médias, comment j'avais discrètement acquis des propriétés numériques en difficulté, les avais revitalisées avec un journalisme de qualité et des modèles économiques innovants, et les avais transformées en entreprises rentables, comment j'avais passé 18 mois à négocier l'acquisition d'un grand consortium de réseaux, déjouant les géants de la technologie et les conglomérats de médias traditionnels pour conclure l'affaire, comment j'avais structuré le financement par une combinaison d'investisseurs stratégiques, de partenariats médiatiques et de mon propre capital, comment j'avais prévu de révolutionner l'approche du journalisme du réseau tout en maintenant son indépendance éditoriale. L'article qualifiait cela de l'acquisition médiatique la plus significative depuis que Jeff Bezos a acheté le Washington Post. Il me comparait à Katharine Graham et Arianna Huffington. Il décrivait ma vision de l'avenir du journalisme en des termes élogieux. Et il incluait l'adresse de ma famille dans le Connecticut. J'entendis des pas derrière moi. Ma mère apparut dans le hall, le visage blême. « Rachel, murmura-t-elle, ton père vient de recevoir un appel d'un de ses collègues. Quelque chose à ton sujet aux informations. Quelque chose à propos de milliards d'euros. Il a dit, ce doit être une erreur, quelqu'un avec le même nom, mais... Ce n'est pas une erreur, maman. Elle me fixa. Quoi? L'acquisition est réelle. L'entreprise est à moi.
L'histoire est exacte. Tu as acheté une chaîne de télévision? J'ai acheté un consortium de 3 chaînes, en fait, plus leurs propriétés numériques, leurs bureaux internationaux et leurs partenariats de contenu. Pour 8,5 milliards d'euros. L'article a arrondi à la baisse. Mon père apparut, son téléphone à la main, le visage rouge. Rachel, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Richard vient de m'envoyer un article de Bloomberg avec ton nom dessus. Quelque chose qui dit que tu es PDG. Je suis PDG. Je le suis depuis 8 ans. 8 ans, répéta-t-il lentement. Tu diriges une entreprise depuis 8 ans et tu n'en as jamais parlé? Je construis un empire médiatique pendant que vous pensiez tous que j'étais un échec, oui. Victoria sortit de la salle à manger, son propre téléphone brillant dans sa main. Ça ne peut pas être réel. Tu ne peux pas être R.C. Morrison. Cette personne est un génie. Un milliardaire. Tu n'es qu'une simple rédactrice, ai-je terminé doucement. C'est comme ça que tante Patricia m'a appelé il y a environ 1 heure. D'autres membres de la famille affluèrent dans le hall maintenant, tous tenant leur téléphone, tous affichant des expressions de choc. Le visage de l'oncle Richard était passé du rouge au violet. Brandon avait l'air d'avoir été frappé par une brique. Tu es R.C. Morrison? Dit l'oncle Richard, la voix étranglée. Le R.C. Morrison qui acquiert des propriétés médiatiques sur 3 continents. Oui. Celui qui a redressé le Tribune Network en 18 mois. 22 mois, en fait. Mais oui. Celui dont la fortune, il consulta son téléphone, est, selon Forbes, supérieure à 3 milliards d'euros. Forbes fait une estimation basée sur des informations partielles. Le chiffre réel est plus élevé. Silence. Un silence complet et total. Ma cousine Sarah le rompit la première, la voix fluette. Tu nous as laissé nous moquer de toi. Pendant des années, tu es restée assise là, et tu nous as laissé parler de ta carrière ratée, alors qu'en secret, tu étais milliardaire. Je n'étais secrètement rien du tout. Je travaillais. Vous avez tous simplement supposé que, parce que je ne m'en vantais pas, il n'y avait rien dont on puisse se vanter. Tu aurais pu nous le dire, dit ma mère, les larmes aux yeux. Tu aurais pu dire quelque chose, n'importe quoi. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous en attribuer le mérite? Pour que vous puissiez dire à vos amis que votre fille avait réussi? Vous avez passé des années à me dire que j'étais une déception, que j'avais fait les mauvais choix, que je gâchais ma vie. Pourquoi aurais-je partagé mon succès avec des gens qui n'ont jamais cru en moi? Nous sommes ta famille, dit mon père, mais sa voix avait perdu son autorité. Vous m'avez traité comme un échec. Chaque fête, chaque réunion de famille, chaque appel téléphonique. Vous m'avez comparé à Victoria, à Brandon, à Marcus. Vous m'avez trouvée insuffisante. Vous m'avez prise en pitié. On ne comprenait pas, murmura Victoria. Vous n'avez pas essayé de comprendre. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous vous êtes moqué. Tante Patricia était devenue très silencieuse. La conversation du dîner, dit-elle lentement. Quand j'ai posé des questions sur la fusion Morrison. Tu l'avais faite. Et tu es restée assise là, et tu m'as laissé te traiter avec condescendance, à propos du vrai pouvoir et de la vraie influence. Tu étais en train de m'expliquer ma propre acquisition. Il m'a semblé instructif d'entendre ton point de vue. C'est insensé, dit Brandon, passant ses mains dans ses cheveux. Tu es assise sur une fortune de 3 milliards d'euros et tu vis dans un appartement en location. J'aime mon appartement. Il est près de mon bureau. Ton bureau, répéta Marcus. Où est ton bureau? J'en ai plusieurs. Le siège principal est à Manhattan. Des bureaux internationaux à Londres, Singapour et Sao Paulo. Le siège du consortium de réseau est à Los Angeles, mais je vais y passer plus de temps maintenant que l'acquisition est publique. 3 milliards d'euros, répéta l'oncle Richard, comme s'il ne pouvait pas tout à fait l'assimiler. Tu vaux plus que tout mon fonds. 4,2 milliards, en fait, après le mouvement boursier de ce soir. Ton fonds vaut environ 2,8 milliards, selon la dernière évaluation que j'ai vue. Donc oui, je vaux plus. Il avait l'air sur le point d'être malade. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda à nouveau ma mère. Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu galérais? Je ne galérais pas.
Vous avez supposé que je galérais parce que je ne vivais pas comme vous l'attendiez. Je n'ai pas acheté de manoir, ni conduit de voiture de luxe, ni épousé un homme riche. J'ai investi dans mon entreprise, dans ma vision, dans le travail. Mais on aurait pu aider, insista-t-elle. On aurait pu te soutenir. On aurait pu. Vous auriez pu croire en moi, les jeux interrompus. Vous auriez pu respecter mes choix. Vous auriez pu me faire confiance, en sachant que je savais ce que je faisais. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez passé une décennie à supposer que j'étais un échec parce que je ne réussissais pas selon vos termes. Mon téléphone sonnait à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil. Mon directeur des communications. Je dois prendre cet appel. J'ai une entreprise à diriger et une tempête médiatique à gérer. Rachel, attends, dit mon père. On doit parler de ça. On doit comprendre ce qui se passe maintenant. Maintenant? Maintenant, je retourne au travail. J'ai 3 réseaux à restructurer, 2000 employés qui comptent sur moi, et une vision de l'avenir du journalisme à mettre en œuvre. Ce que vous faites maintenant, c'est à vous de décider. Tu ne peux pas partir comme ça, protesta Victoria. C'est énorme. Ça change tout. Ça ne change rien pour moi. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. C'est vous qui êtes différent maintenant. C'est votre perception qui a changé. Bien sûr que notre perception a changé, lança l'oncle Richard, une partie de son ancienne arrogance revenant. On pensait que tu n'étais personne. Il s'avère que tu es l'une des personnes les plus puissantes des médias. C'est une mise à jour significative. Et voilà, dis-je doucement. Quand vous pensiez que je n'étais personne, je ne méritais pas le respect. Maintenant que vous savez que je suis puissante, soudainement, j'ai de l'importance. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur cette famille. Ce n'est pas juste, dit ma mère. Ah non? Tante Patricia a littéralement dit que le journalisme était mort et que j'écrivais de petites brèves que personne ne lisait. Maintenant, elle sait que je possède 3 grandes chaînes et elle est quoi? Impressionnée? Devrais-je être reconnaissante de son approbation, maintenant qu'elle est basée sur mon compte en banque plutôt que sur mon caractère? Tu es cruelle, dit ma sœur. Je suis honnête, quelque chose que cette famille n'a jamais bien su faire. J'ai répondu à mon téléphone. Chin Rachel, c'est Amanda, dit ma directrice des communications d'une voix urgente. On a besoin d'un communiqué. Les chaînes veulent des interviews. CNN, Bloomberg, CNBC, tout le monde. Ils te veulent en direct demain matin. Je ferai un seul communiqué écrit. Pas d'interview avant le nouvel an. Ils vont insister lourdement. Qu'ils insistent. J'ai passé 8 ans à construire cette entreprise en privé. Ils peuvent bien attendre une semaine de plus pour que j'en parle publiquement. Et la narrative? Tout le monde suit des angles différents. Certains se concentrent sur ton âge, d'autres sur ton genre, d'autres sur le pseudonyme, d'autres sur l'angle familial. L'angle familial? Quelqu'un a déjà sorti les registres de propriété pour l'adresse de tes parents. Ils savent que tu étais à une fête de Noël en famille quand l'histoire a éclaté. L'image de la journaliste en difficulté, secrètement milliardaire, tandis que sa riche famille la traite avec condescendance, c'est une narrative très convaincante. J'ai regardé ma famille, toujours figée dans le hall, tous me fixant avec des expressions allant du choc à la confusion, en passant par le calcul. L'angle familial est hors de question, dis-je fermement. Fais-le savoir à tout le monde. Ma famille ne fait pas partie de cette histoire. Rachel, avec tout mon respect, ils se sont intégrés à l'histoire au moment où Amanda, la famille est hors de question. Je ferai un seul communiqué sur l'acquisition, ma vision pour les chaînes, et mes plans pour l'avenir. Rien de personnel, rien sur mon parcours au-delà de ce qui est déjà public. Et absolument rien sur ma famille. Compris. Je vais rédiger quelque chose et te l'envoyer dans l'heure. Fait en 30 minutes. Je veux que ce soit maîtrisé avant que les émissions du matin ne commencent à construire leur propre narrative. J'ai mis fin à l'appel et j'ai de nouveau regardé ma famille. Tu nous protèges, dit lentement mon père. Après tout ce qu'on a dit ce soir, tu nous tiens à l'écart de la narrative médiatique. Je protège mon entreprise. Un drame familial désordonné ne sert pas la mission. Quelle est la mission? Demanda Marcus. Il semblait sincèrement curieux.
Prouver qu'un journalisme de qualité peut être rentable, que l'intégrité et l'innovation peuvent coexister, que l'écrit a encore de l'importance à l'ère du numérique. Que les histoires peuvent changer le monde si elles sont bien racontées. C'est ce que tu as fait depuis le début, dit doucement ma mère. C'est ce que tu voulais dire quand tu disais que tu y croyais. Oui. On aurait dû croire en toi, murmura-t-elle. Oui, vous auriez dû. Un autre silence tomba, celui-ci plus lourd que le précédent. L'oncle Richard se racla la gorge. Je te dois des excuses. Ce que j'ai dit au dîner, sur le fait que les journalistes ne créent pas de vraie valeur, que ton industrie est obsolète. Tu le pensais, ai-je dit. Ne t'excuse pas de l'avoir pensé. Reconnais juste que tu avais tort. J'avais tort, admit-il. Spectaculairement tort. On avait tous tort, ajouta Victoria. Je suis désolé, Rachel. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, de la façon dont on t'a tous traité. Des excuses n'effacent pas une décennie de condescendance. Non, approuva mon père. C'est vrai. Mais c'est peut-être un début. Je l'ai étudié. Cet homme qui avait remis en question chacun de mes choix, qui m'avait comparé à mes frères et sœurs et m'avait trouvé insuffisante, qui avait supposé que j'étais un échec parce que je ne poursuivais pas sa définition du succès. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais les choses sont différentes maintenant. Je ne suis plus la déception de la famille. Je ne suis plus celle qui a besoin de vos conseils, de votre pitié ou de votre inquiétude. Je suis celle qui a 3 réseaux à diriger et 2000 employés qui comptent sur moi. Je suis celle qui peut définir le succès selon mes propres termes. On comprend, dit ma mère. Vraiment? Parce qu'il y a 1 heure, tu me proposais de m'acheter un appartement si seulement je me posais et prenais un vrai travail. Maintenant, tu sais que je pourrais acheter tout ce domaine en liquide sans même m'en rendre compte. Est-ce que ça change la façon dont tu me vois, ou est-ce que ça change juste la façon dont tu vois ma valeur? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dirigé vers la porte, prenant mon manteau dans le placard. Tu pars? Demanda Brandon. C'est la veille de Noël. J'ai du travail. Un communiqué à approuver, une entreprise à gérer, un empire médiatique à diriger. Reviendras-tu? Demanda doucement ma mère. Pour le jour de Noël? Je me suis arrêté à la porte. Je ne sais pas, maman. J'ai passé une décennie à venir à ces réunions et à me sentir rabaissé. À m'entendre dire que je n'étais pas assez bien, pas assez réussi, que je ne vivais pas correctement. Sais-tu à quel point c'est épuisant? On ne voulait pas si, vous le vouliez. C'est ça le problème. Vous pensiez chaque mot. Vous croyiez que j'étais un échec. Vous me preniez en pitié. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous voulez que je fasse comme si tout ça n'avait pas d'importance. On veut une chance de réparer les choses, dit mon père. Vous avez eu des chances. Chaque fois que j'ai essayé de parler de mon travail et que vous l'avez rejeté. Chaque fois que j'ai dit que j'étais heureuse et que vous m'avez dit que je me contentais de peu. Chaque fois que je vous ai demandé de me faire confiance et que vous avez supposé que vous saviez mieux. On avait tort, dit Victoria. On avait tellement tort. S'il te plaît, Rachel, ne nous ferme pas la porte. J'ai regardé ma sœur. Cette femme qui avait passé des années à se positionner comme la personne qui réussit, la pragmatique, celle qui avait fait des choix intelligents, qui avait vendu des pantouses et se sentait supérieure à ma carrière de journaliste. Je ne vous ferme pas la porte, ai-je dit finalement, mais je ne vais pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je ne vais pas vous mettre à l'aise avec votre propre comportement. Vous avez passé des années à faire des suppositions sur ma vie. Maintenant, vous allez devoir vivre avec la réalité. Qui est? Demanda l'oncle Richard. Que la personne que vous preniez tous en pitié est maintenant la dirigeante de médias la plus puissante de la pièce. Que la carrière dont vous vous moquiez façonne maintenant les conversations nationales. Que les choix que vous remettiez en question ont construit quelque chose qui survivra à tous vos fonds spéculatifs, vos transactions immobilières et vos postes en entreprise. Tu as raison, dit-il doucement. Tu as absolument raison. Je sais que j'ai raison. J'ai toujours su que j'avais raison. J'ai juste cessé d'avoir besoin que vous le sachiez aussi. J'ai ouvert la porte. L'air froid de décembre s'est engouffré, apportant l'odeur de la neige et des possibilités. Rachel, appela ma mère. S'il te plaît, dis-nous juste une chose. Quoi? Es-tu heureuse?
Avec tout ce que tu as construit, tout ce que tu as accompli? Es-tu heureuse? J'ai réfléchi à la question. J'ai pensé à mon entreprise, à ma vision, à mon travail. J'ai pensé aux 2000 journalistes qui venaient d'obtenir une sécurité d'emploi grâce à mon acquisition. J'ai pensé aux histoires qui seraient racontées, aux vérités qui seraient découvertes, à la différence qu'un journalisme de qualité pourrait faire. Oui, ai-je dit simplement. Je suis heureuse. Je suis exactement là où je veux être, faisant exactement ce que je suis censé faire. La seule chose qui aurait pu rendre ça meilleur, c'est si ma famille avait cru en moi depuis le début. On croit en toi maintenant, dit mon père. Maintenant que vous avez la preuve. Maintenant que l'évidence est indéniable. Maintenant que mon succès est public, vérifié et impossible à rejeter. Ce n'est pas de la croyance, papa. C'est juste l'acceptation des faits. Je suis sorti dans la nuit froide du Connecticut, laissant ma famille debout dans la lueur chaude de leur hall d'entrée coûteux. Mon téléphone sonnait déjà à nouveau. Des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des journalistes, tous voulant un morceau de l'histoire. Mais la véritable histoire n'était pas l'acquisition, ni l'argent, ni le pouvoir. La véritable histoire était plus simple que ça. J'avais passé une décennie à construire quelque chose qui comptait, pendant que les personnes qui auraient dû me soutenir supposaient que j'échouais. Je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, sans jamais avoir besoin de leur validation. Et maintenant, en m'éloignant de leur choc, de leurs excuses et de leur respect soudain, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. L'annonce officielle a été publiée à minuit. Mon communiqué était bref, professionnel, et entièrement axé sur la vision pour les réseaux nouvellement acquis. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'ai pas mentionné les années de doute ou de mépris. J'ai juste parlé de journalisme, d'intégrité et d'avenir. Le lendemain matin, j'étais à la une de toutes les grandes publications économiques. La mystérieuse magnate qui révolutionne les médias. Le pari brillant de Rachel Chin, comment une femme a sauvé le journalisme pendant que tout le monde la croyait en échec. Ma mère a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Mon père a envoyé un email intitulé « Il faut qu'on parle ». Je l'ai archivé. Victoria a laissé un message vocal disant qu'elle était fière de moi. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. Mais la voix de ma grand-mère, celle que je gardais dans ma tête depuis toutes ces années, quand elle m'avait donné cet héritage en me disant de faire quelque chose qui compte, cette voix était forte et claire. Montre-leur ce à quoi ressemble la croyance, avait-elle dit. Montre-leur que le succès ne dépend pas de leur approbation. Je leur avais montré, et c'était parfait. 6 mois plus tard, les réseaux que j'avais acquis étaient rentables pour la première fois en 4 ans. 18 mois après, nous avons remporté notre premier prix Pulitzer pour le journalisme d'investigation. Ma famille a finalement accepté que je n'allais pas faire comme si la veille de Noël n'avait jamais eu lieu. Nous avions maintenant une relation hésitante, polie, professionnelle, distante. Ils avaient appris à respecter mon travail. J'avais appris que certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que les faits changent. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le travail lui-même. Car pendant que ma famille se moquait de mes petites brèves, j'étais en train de construire quelque chose qui survivrait à toutes leurs suppositions. Et ça, au final, c'était la meilleure des vengeances.